Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. On démarre tout de suite avec l'actualité politique et cette question. 5 jours après la démission de Michel Barnier, allons-nous vers un gouvernement d'union nationale? C'est en tout cas l'équation qu'essaie de résoudre Emmanuel Macron avec les autres chefs de parti. On décrypte tout cela dans la première partie de l'émission. La ville de Marseille met l'éducation populaire à l'honneur. On en parle avec l'adjointe en charge du dossier dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous emmène sur le continent africain où l'essor de l'édition pourrait aider à l'apprentissage de la lecture. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec notre fil rouge depuis plusieurs semaines maintenant, le procès de l'assassinat de Samuel Paty qui résonne avec l'actualité en Syrie. Après 13 ans de guerre civile, le régime de Bachar el-Assad a été renversé par des rebelles syriens en fin de semaine dernière. HTS, c'est l'acronyme de ce groupe islamiste radical qui a pris le pouvoir à Damas. Et à 4000 km de là, l'organisation terroriste s'est déjà invitée chez nous en France. C'est ce que nous explique Émilie Fraîche, journaliste et auteur de Le Professeur, un livre qui retrace les derniers jours de Samuel Paty avant son assassinat. C'est fou parce que depuis le début de ce procès, à l'audience, on entend parler de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, donc ce groupe qui a libéré Damas et la Syrie avant-hier, comme le groupe que souhaitait rejoindre Anzorov, qui est l'assassin de Samuel Paty. Il avait monté un groupe sur Snapchat qui s'appelait Étudiants en médecine, qui était essentiellement réservé à des discussions sur le meilleur des groupes à rejoindre. Et il défendait, le 8 octobre 2020, il dit que le meilleur groupe à rejoindre est HTS. Et dans la nuit qui précède l'assassinat de Samuel Paty, il dit justement qu'il aurait aimé avoir de l'argent pour partir faire le djihad, que malheureusement il n'en a pas, donc il va agir sur place. Et voilà, ça lui coûte 25 € d'aller acheter un couteau et il assassine Samuel Paty. L'arrivée de HTS à la tête de la coalition rebelle en Syrie, une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, qui montre que l'assassinat de Samuel Paty n'est pas un acte isolé, toujours selon Émilie Fraîche. C'est fou de voir comment l'assassinat de Samuel Paty, on a l'impression que c'est un acte isolé, pas du tout. C'est comme une sorte de poupée gigogne dans un ensemble qui est lié à Charlie Hebdo et aux caricatures de 2005. Et il y a HTS, mais il y a aussi une autre organisation terroriste qui a occupé tout le procès, c'est le Hamas, avec la figure d'Abdelhakim Sifrioui, qui est un militant islamiste, qui a été à l'origine d'une des vidéos de la cabale contre Samuel Paty, et dont on a retrouvé dans son téléphone pas moins de 11 contacts de hauts dignitaires du Hamas. Il faut savoir que la charte du Hamas appelle au djihad islamique pour l'application de la charia. On est dans le même ordre d'idées avec HTS, et donc il y a la collusion avec l'assassinat de ce professeur de deux organisations terroristes qui bouleversent le monde et la géopolitique aujourd'hui. Voilà, et on continuera évidemment d'évoquer ce procès de l'assassinat de Samuel Paty. Il doit se tenir jusqu'à la fin du mois de décembre. Et ce matin, autre écho, Adrien, à l'affaire Samuel Paty. Dans le Jura, une enseignante menacée pour avoir montré des caricatures du président turc Erdogan. Tout débute fin novembre avec la visite d'une exposition de dessins de presse au CDI de ce lycée de Saint-Claude, dans le Jura. Donc, une image retient l'attention. On y voit le président turc armé. Un dessin choquant pour une élève de seconde, comme le raconte Ziad, l'un de ses camarades. C'est une des seules élèves qui a pris parole par rapport à ça. Elle a dit que par rapport à la laïcité, il ne devait pas avoir ça dans un lycée. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin que ça. Un débat entre la professeure et l'élève, puis un conflit qui s'exporte jusqu'à la mère de cette dernière. Celle-ci aurait appelé le lycée plusieurs fois en menaçant de s'en prendre à la professeure. Des propos outrageants, politiques et vindicatifs selon la plainte déposée par l'enseignante. Dans le corps professoral, l'heure est plus que jamais à la vigilance. On sent que des situations qui sont anodines au départ peuvent sortir du cadre du lycée. Ça peut nous arriver. Mais c'est la première fois que ça arrive, il ne faut pas que ça se reproduise. Le rectorat indique que les caricatures ne sont qu'un prétexte. La famille reprochait déjà les méthodes de l'enseignante avant l'incident. La professeure choquée est depuis en arrêt maladie. L'élève et elle suspendus jusqu'à un conseil disciplinaire lié à ces mauvaises notes. Et toujours au chapitre des professeurs menacés, cette affaire dans un collège lyonnais, cette fois, mais c'est en ligne. En fin de semaine dernière, 2 adolescents de 13 et 14 ans ont été interpellés et présentés à un juge des enfants. Les jeunes hommes auraient adressé des menaces à 14 professeurs du collège.
collège Raoul Dufy via la plateforme scolaire Pronote. Selon le rectorat, l'un des 2 collégiens est scolarisé dans cet établissement, l'autre dans un collège de la métropole lyonnaise. Leur message menaçant et injurieux faisait référence à l'organisation djihadiste Al-Qaïda. Selon une source proche du dossier, les 2 élèves ont reconnu être les auteurs de ces messages durant leurs auditions, selon nos confrères du Progrès. On quitte l'école pour la crèche. Un peu plus à l'est, en Haute-Savoie, des auxiliaires de puériculture sont suspectés de maltraitance. Et les parents sont en colère. 2 plaintes ont été déposées. Les faits remontent au 8 octobre, il y a plus de 2 mois, dans cette micro-crèche à Annecy-le-Vieux. C'est l'une des salariées de l'organisme qui a signalé à sa hiérarchie un geste choquant, un oreiller sur la tête d'un bébé qui pleure, un geste parmi d'autres selon cette même auxiliaire. Édouard Perrucchio, directeur des opérations du groupe La Maison Bleue, se défend d'une réaction jugée trop tardive. Il y a une plainte contre 3 personnes, 2 qui étaient dans la crèche au moment des faits dont on a eu connaissance le 30 octobre, qui ne sont plus dans la crèche aujourd'hui. Immédiatement, ces personnes-là, quand on a eu connaissance des faits, on les a mises à pied pour les éloigner de la crèche, pour pouvoir avoir une enquête interne qu'on a menée, ensuite les recevoir en entretien préalable. Il se trouve que ces 2 personnes ont quitté l'entreprise aujourd'hui à l'issue de ce processus. Et la 3e plainte, en effet, porte sur une personne qui ne faisait déjà plus partie de notre crèche, qui est l'ancienne directrice. Et en fait, dans le cadre des enquêtes qu'on a menées, à partir du moment où on a eu connaissance des faits le 30 octobre, et un certain nombre d'éléments antérieurs au 30 octobre sont ressortis. Et c'est ce qui a fait qu'on a également associé cette personne-là à la plainte. Il y a eu un laps de temps entre le moment où les faits se sont passés et le moment où on en a eu connaissance. Vous avez raison. Et ça, c'est à nous de comprendre pourquoi ce laps de temps a été si long. Et il a été long, puisqu'on parle de faits qui se sont passés le 8 octobre et dont on a eu connaissance le 30. Et c'est pas normal. Les services de la protection maternelle et infantile de Haute-Savoie ont réalisé plusieurs contrôles inopinés ces derniers mois. Suite à une visite en mai, des sanctions ont été prises selon le conseil départemental. Le directeur opérationnel de la Maison Bleue a réfuté l'existence de ces sanctions. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit sous l'autorité de la gendarmerie d'Annecy. Le directeur de la Maison Bleue sera à nouveau sur place à Annecy cette semaine pour rencontrer des familles et apaiser les tensions. Pour rappel, une proposition de loi déposée par la députée socialiste Céline Hervieux a été adoptée en commission des affaires sociales le 4 décembre dernier avec une volonté: prendre des mesures d'urgence pour protéger nos enfants recueillis en crèche privée à but lucratif. La proposition devra maintenant être discutée à l'Assemblée nationale lors de la prochaine niche parlementaire du PS, prévue initialement le 12 décembre, mais reportée pour cause de censure. Allez, on va terminer sur une actualité un peu plus joyeuse, car l'éducation, c'est aussi la culture, et on parle musique dans ce journal. Oui, musique et surtout business de la musique. Dans cette catégorie, Taylor Swift est désormais la reine incontestée. La chanteuse britannique a mis fin il y a quelques heures à la tournée la plus lucrative de l'histoire, plus de 2 milliards de dollars. C'est la somme qu'a rapporté The Eras Tour, 149 concerts sur les 5 continents, tous à guichet fermé évidemment, des performances de plus de 3 heures et les morceaux les plus emblématiques de la chanteuse. Une tournée débutée en mars 2023, il y a près de 2 ans, et ce record donc plus de 2 milliards amassés. Coldplay et son milliard de dollars en 2022 cède largement sa place de numéro 1 jusque-là. Autre record au passage, cette tournée a aussi fait l'objet d'une captation diffusée dans les cinémas. Recette du film, 257 millions de dollars, là encore, loin devant celle de Justin Bieber qui était leader avec 98 millions. Eh bien, dites donc, je ne m'en remets pas. Merci beaucoup, Adrien. Depuis la dissolution en juin dernier, l'équation politique semble impossible à résoudre pour le chef de l'État. Après la chute du gouvernement Barnier la semaine dernière, le président tarde à nommer son prochain Premier ministre. La situation politique en France, on fait le point tout de suite avec notre invité. Émilie Zapalski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Vous êtes éditorialiste politique et conseillère en communication. C'est un jour sans fin, Émilie. C'est clairement un jour sans fin. Et peut-être que ça va continuer. Vous allez tout nous dire. La nomination ne semble pas être pour les prochaines heures, alors que les réunions à l'Élysée s'enchaînent. Tous les partis sont reçus à la table du président, à l'exception du RN et de LFI. Logique ou problématique pour la suite, à votre sens? Alors, c'est un peu particulier qu'un président décide qui a le droit de venir à la table des négociations. Donc, il a exclu d'office le Rassemblement national et la France insoumise.
donc les extrémités, les partis qu'il considère comme non républicains. Comme les plus extrêmes, effectivement, les oui, politiques. Ouais. Il a parlé dans son allocution de front anti-républicain qui avait fait passer la censure et c'est pour ça qu'il les exclut. En gros, ils ont fait tomber le gouvernement, Barnier, donc on les punit, on les enlève de cette négociation qui devrait aboutir à un gouvernement qu'il a appelé d'intérêt général. Mais peut-il parler lui-même, pardon de vous couper, mais d'anti-républicain, alors que même, avec les élections, il n'a pas respecté le choix finalement des citoyens français avec le victoire du NFP. Il avait le droit, c'est républicain. Certes. C'est dans les institutions, c'est-à-dire que c'est à la suite de la dissolution et des élections et à la suite du fait qu'il y ait un gouvernement à nommer, c'était à lui de nommer un Premier ministre et au Premier ministre de se débrouiller avec cette non-majorité qui avait à l'Assemblée. Donc ça, c'était dans son rôle. Non, ce que je trouve un petit peu plus choquant, c'est que globalement, les députés Rassemblement National comme LFI ont été élus d'une manière tout à fait normale, démocratique. En tant que député, les partis sont normaux, donc c'est un peu bizarre. On ne sait plus ce que ça veut dire, en fait, qu'être républicain ou pas pour un parti politique. Et en plus, Emmanuel Macron a un peu joué avec ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu les rencontres de Saint-Denis qui avaient été un échec. Emmanuel Macron avait essayé de rassembler les partis politiques pour réfléchir à ce que pouvait faire la France comme grand chantier. Et là, il avait intégré le Rassemblement national. Donc on a un peu l'impression que quand ça l'arrange, il les sort ou il les rentre, et c'est pas très compréhensible pour tous. Là, c'est tout simplement parce qu'il essaie de tirer un petit peu plus la couverture à gauche pour que le Parti socialiste soit l'arbitre et plus le Rassemblement national. Parce que jusqu'à maintenant, si le Rassemblement national votait la censure, ça tombait. Si le PS est un petit peu plus partant pour essayer de faire vivre un gouvernement, eh ben, le Rassemblement national ne joue plus l'arbitre et il n'y a plus cette épée de Damoclès de la censure par le Rassemblement national. Il essaie de tirer à gauche maintenant alors qu'il a tiré à droite avant. Alors, quand je dis il essaie, c'est pas gagné. C'est qu'en fait, il essaie de récupérer. Je ne crois pas que ça soit une volonté parce que... C'est très confusant quand même pour les Français. Hein. Enfin, c'est très difficile à comprendre, mais Emmanuel Macron, il n'a qu'une idée, c'est continuer sa politique, une politique qu'on peut dire globalement une politique de l'offre, c'est-à-dire soutenir les entreprises pour créer de la croissance et pour que la France se tienne bien. Bon, elle a été très contrariée, cette politique de l'offre, et elle n'a pas trop marché globalement, si on voit le déficit et la croissance qui est assez en berne. Mais lui, il veut faire ça. Sauf qu'arithmétiquement parlant, au Parlement, il n'y a pas de majorité. Donc il est obligé d'aller chercher des vrais faux alliés, parce que c'est des alliés momentanés. Mais et là, il irait plutôt chercher le PS. Mais est-ce qu'il peut en avoir une? Est-ce que potentiellement, dans les jours qui viennent, avec la nomination, on peut imaginer qu'il y ait tout d'un coup une majorité? Non, globalement, non. On peut pas. C'est pas possible. En tout cas, une majorité qui vive autre qu'un espèce de pacte de non-censure, comme on commence à en entendre parler. Non, globalement, tous les partis politiques qu'il essaie de réunir, ils sont très divisés. Ils n'ont pas du tout les mêmes orientations politiques. Et donc, ça ne crée pas un ensemble. En fait, le Front républicain, c'est-à-dire tout sauf le RN, ça ne crée pas un programme politique. Mais justement, jouer sur la division, est-ce que justement la division du NFP, c'est peut-être pas justement ce qui l'amènerait à cette volonté, à cette décision? Alors, voilà. Le problème, c'est que les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles sont à la lecture des élections futures et des poids que devraient représenter les partis politiques. Donc Emmanuel Macron, oui, il a divisé déjà la droite. Il a réussi, globalement. Et c'est un petit peu ce qu'il fait au nouveau Front populaire pour essayer que cette force qui est montée en puissance soit détruite avant qu'elle reprenne le flambeau. Maintenant, c'est pas gagné non plus parce que son socle commun, en tout cas les fondations de Renaissance et de son parti sont très légères et ont été très divisées aussi pendant les discussions au moment de la censure et même au moment du budget. Donc oui, il essaie de sauver les meubles, mais c'est encore compliqué. Et encore une fois, c'est lui, il est président. C'est le Parlement qui décide maintenant. Lui, à la limite, son pouvoir est un peu retiré. C'est le Parlement qui doit décider, puisque justement, il n'y a pas de majorité présidentielle. Alors, je vais citer Fabien Roussel qui disait « Il vaut mieux être dans le cœur du réacteur pour avancer plutôt que d'être à côté et s'agiter ». C'est le premier secrétaire du Parti communiste qui dit ça. Est-ce que c'est un message qui est directement adressé à la France insoumise? Oui, alors ça c'est un positionnement différent. Il y a ceux qui souhaitent y aller en se disant voilà, on va essayer de viser l'intérêt général, on va arrêter nos disputes de boutiquiers, de partis politiques, et il vaut mieux y aller. Alors que certains, comme LFI, ne veulent surtout pas être dilués dans cette espèce de projet macronien, d'essayer de joindre donc des partis aussi bien de gauche et de droite. C'était le projet initial d'Emmanuel Macron. Donc ils disent non, surtout c'est dangereux de faire ça.
D'abord parce que c'est pas ce pourquoi les gens ont voté pour nous. Ils ont voté pour un programme de gauche. Et là, on n'a pas l'assurance que ça soit un programme de gauche qui soit appliqué. Et on veut surtout pas appartenir à ce clan-là contre lequel ils se sont beaucoup battus. Donc LFI a ce positionnement très fort. Le Parti socialiste et les écologistes commencent à réfléchir. Quel est leur poids, justement ? Alors, ils ont un poids important. Ouais. Le Parti socialiste, ils ont quand même 66 députés. Donc, encore une fois, c'est eux qui peuvent faire la balance. C'est-à-dire que s'il y a un prochain gouvernement, si eux participent à ce gouvernement ou alors propose de ne pas censurer ce gouvernement, eh ben, le gouvernement aurait une plus longue vie que celui de Barnier. On sent quand même la scission, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon a déclaré quand même qu'en cas d'élection présidentielle, on n'y est pas, hein, mais une alliance entre LFI et le PS serait impossible. Ben oui, mais il met la pression, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, il a réussi quand même à créer ces unions. Le NFP, comme auparavant la NUPES, était emmené par l'extrême gauche, donc par la France insoumise. Il a une force électoraliste assez forte, et ça, le PS le sait. Ils ont 66 députés, c'est aussi grâce au nouveau Front populaire. Donc décrocher du nouveau Front populaire, c'est possiblement se mettre en risque pour les municipales et éventuellement pour l'élection présidentielle. Et au municipal, Jean-Luc Mélenchon a déjà commencé à faire un peu pression en disant nous, on va mettre des candidats en face des candidats du Parti socialiste. Donc le PS, ils sont un peu coincés. En fait, ils sont en train de faire, vous savez, comme les médecins font, c'est la différence entre le bénéfice et le risque. Est-ce que mon bénéfice, ça sera d'avoir participé à un gouvernement pour l'intérêt de la nation et qu'on ne m'en voudra pas trop? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on m'en voudra beaucoup d'avoir cassé cette union de la gauche et du coup, les électeurs risquent de se détourner de moi. Il y a quand même une envie de social-démocratie. On l'a vu avec le résultat de Raphaël Glucksmann aux élections européennes. Donc Raphaël Glucksmann, de la gauche, beaucoup plus modéré que la France insoumise, a réussi à faire 14%. Donc on sent qu'il y a une attente de cette gauche plus modérée, mais on sait aussi que les gens à gauche aiment beaucoup l'union et pourraient vraiment critiquer le PS s'il décrochait de ce nouveau Front populaire. Et puis il y a la question évidemment du bien commun, de la chose publique et de l'image politique, et on va en parler juste après. Un mot évidemment, Émilie Zapalski, sur le RN, donc la droite, extrême droite, parti d'opposition aux 2 dernières élections présidentielles. Là, on voit quand même que... on se pose la question de savoir s'il y a un déni démocratique. Quand on voit déjà le résultat du RN, effectivement, à l'élection, la première élection, et puis présidentielle, et puis ensuite aux élections législatives avec le score du NFP. Oui, on met de côté le Rassemblement national. Là, c'est clair, alors qu'après, comme je le disais, Emmanuel Macron avait joué quand même un petit peu, parfois sur les plates-bandes même du Rassemblement national, en termes d'immigration, de sécurité. Là, il le met complètement de côté, en disant on va faire ce socle républicain et en sortant le Rassemblement national. Ça risque en effet de revenir comme un boomerang, parce que aux élections législatives, il y avait 11 millions de personnes quand même qui ont voté pour le Rassemblement national. Peut-être ça aurait été plus si le Front républicain avait été moins fort. Donc il y a une partie des gens qui vont se sentir en effet très déçus par non seulement les résultats des élections, le gouvernement Barnier, et maintenant l'impossibilité de faire compter leur voix finalement et d'avoir accès aux décisions publiques. Maintenant, c'est aussi quelque part un échec du Rassemblement national qui était au cœur du jeu jusqu'à maintenant, et qui, avec la censure, s'est fait complètement sortir du jeu. Donc c'est difficile de savoir, finalement, si les électeurs, même dilemme pour eux, vont lui en vouloir à Marine Le Pen d'avoir voté la censure pour du chaos, et non pas pour une prise de pouvoir, ou si, au contraire, ils vont vouloir continuer ce chaos, parce qu'ils se sentiront pas entendus par les élections et par les résultats et par les gouvernements, et ils vont vouloir continuer à essayer de contrer le gouvernement un petit peu républicain qui risque de se mettre en place. Mais le RN n'a jamais eu autant de cadeaux que sous l'ère Barnier. Alors, c'est la première fois, ça il faut le remarquer, vous avez raison, c'est la première fois qu'un gouvernement sous l'ère Macron, et globalement je crois, qu'un gouvernement négocie avec le Rassemblement national sur le budget et leur concède 3 mesures au moins. On n'avait jamais vu ça, donc c'est un point quand même assez fort. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, elle a réussi ça, à faire prendre en compte son parti politique comme un parti prêt à gouverner, prêt à décider, pris en compte par le gouvernement. Là, il y a un peu un recul, puisqu'on les met hors du jeu. Après, je pense que c'est pas gagné pour l'arc républicain, parce qu'ils sont tellement pas d'accord entre eux que ça risque finalement d'être favorable. S'ils échouent, c'est plutôt Mélenchon et Marine Le Pen qui risquent de revenir en force
par rapport à une situation que les plus modérés républicains n'auraient pas réussi à sauver, quoi. Alors, si peut-être les politiques comprennent quelque chose, et vous, en l'occurrence éditorialiste, on peut dire que les Français sont complètement paumés, perdus, et que la crise de confiance envers les politiques est quand même très affectée. Clairement, est-ce qu'on peut comprendre qu'en 1 semaine, 2 semaines, ou même 2 mois, enfin 3 mois, avec la nomination de Barnier, on puisse aller vraiment faire un pas à droite, même vers le RN, on vient de le dire, et tout d'un coup rebalancer vers la gauche. Oui, je pense que c'est très compliqué et très décevant pour les Français et les Françaises, et on le voit dans les sondages, il y a de plus en plus de défiance. Globalement, les Français considèrent que les partis politiques, ils jouent pour eux, ils ne jouent pas du tout pour les Français. C'est en gros l'idée que les citoyens ont actuellement en tête. Ils ont été très déçus aussi, vous en avez parlé, de la prise en compte des résultats des élections législatives. Ceux qui ont voté NFP, ils s'attendaient à avoir un Premier ministre de gauche, ils ne l'ont pas eu. Ceux qui ont voté RN ont pâti du Front républicain. Ce qui représente combien de pourcentage de la population de votants sur l'échiquier politique? Le NFP. RN plus NFP, c'est énorme. Ah ben c'est énorme. On a globalement, en déçu. Oui, l'Assemblée, elle est globalement partagée en 3 à peu près. C'est 60% de déçus à peu près. Ça veut dire que ça veut dire qu'on omet de prendre en compte ces portions-là qui sont énormes. Mais en même temps, les Français, ils sont un peu paradoxaux. Ils ont des envies un peu contradictoires. Ils voulaient absolument la censure, beaucoup, en tout cas une majorité. Mais ils en ont marre du chaos et ils ont l'impression qu'on ne construit pas pour leur intérêt, c'est-à-dire faire marcher la France comme il faut. Donc c'est un petit peu contradictoire parce que d'un côté, la censure, on sait que ça crée le chaos. Et de l'autre côté, construire sur un chaos, c'est difficile. En même temps, le chaos est amené aussi par une dissolution quand même un peu... Oui, mais c'est aussi les Français qui ont voté pour la dissolution et qui ont envoyé un message qui est difficile à décrypter puisque l'Assemblée est partagée en 3 et qu'il n'y a pas de majorité. Et donc, il va falloir aussi voir comment on peut répondre à ces demandes contradictoires. Et pour le moment, les partis politiques, c'est vrai, à l'Assemblée, répondent peu à ces besoins-là. Ils répondent plus à comment je fais moi pour m'en sortir à la prochaine élection. C'est ça qui est un petit peu dommage. On va voir si là, ça change un peu. Est-ce que c'est cette raison qui fait que Macron joue un peu la montre pour la nomination ? Oui, il joue la montre. Il est aussi un peu coincé parce que c'est plus lui qui est décisionnaire, c'est le Parlement qui a la main, puisque lui n'a pas de majorité, encore une fois, donc il ne peut pas imposer. En 2017, c'était facile. Il est président, il avait la majorité à l'Assemblée. Dès qu'il décidait quelque chose, ses parlementaires votaient et hop, on continuait comme ça. Là, il ne peut rien faire, il n'a pas la main. Il peut nommer juste un Premier ministre et après, au Premier ministre de se débrouiller. Donc lui, ce qu'il a proposé, il a parlé d'une plateforme pour essayer de réunir ces différents partis qui ne s'entendent pas du tout et qui n'ont même pas les mêmes idées politiques. Et il leur dit, essayons de nous mettre d'accord sur quelques thématiques que l'on pourrait porter, en gros, jusqu'à la prochaine dissolution, qui ne peut pas être faite avant juillet, la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la seule chose qu'ils puissent faire aujourd'hui, c'est porter cette loi spéciale. Alors la loi spéciale, ça permettra de poursuivre les affaires courantes et notamment le budget, c'est-à-dire de reconduire le budget 2024 de la France en 2025 pour pas qu'on soit à court de paye pour les fonctionnaires et puis qu'on régularise un petit peu toutes les incidences qu'il y avait, par exemple des impôts qui n'étaient pas indexés à l'inflation. Ça risque de faire plus d'impôts pour les Français en 2025, alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça. Ça permettra aussi d'emprunter encore à nouveau sur les marchés financiers ? Oui, alors la contrainte, c'est que pour l'instant, les marchés financiers ne sont pas trop inquiets par la situation française, mais on risque au fur et à mesure d'inquiéter et donc d'avoir des taux d'intérêt pour emprunter beaucoup plus élevés. Et ça, c'est problématique, ça augmente au fur et à mesure notre dette. Oui, donc c'est incessant finalement. Alors le compromis, parce qu'on parle de compromis texte par texte. C'est un bien grand mot. Waouh. En tout cas, c'est les écologistes qui en parlent le plus. Un compromis texte par texte, est-ce que c'est une option réalisable ou non ? Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même difficile de l'imaginer concrètement parce que, je vais schématiser, mais en gros, les Républicains, ils veulent un Premier ministre de droite et le nouveau Front populaire, en tout cas ceux qui participeraient à ces compromis, veulent un Premier ministre de gauche. Déjà, on part mal. Mais les Républicains ne représentent pas comme non plus énormément dans l'échiquier politique. Ils ont été au pouvoir et ils ne sont plus là. Oui, mais dans la majorité, cette majorité que Macron essaie de constituer, les parlementaires, en enlevant le RN et le LFI, chaque voix compte un petit peu dans cette majorité. Certains sont pour l'abrogation de la loi de retraite, d'autres ne veulent
surtout pas y toucher. On voit quand même, ils sont vraiment à des idées complètement différentes. Mais que les idées politiques soient différentes, pardon de vous couper, mais ça existait déjà avant. En fait, la situation était déjà celle-ci entre les gens de droite et les gens de gauche. Bon, clairement. Sauf que là, on se rend bien compte qu'on est dans une situation politique, politicienne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation de blocage. Ben oui, parce que je pense que globalement, les parlementaires, même si parfois là ils nous semblent un peu irresponsables, ils sont capables quand même de dresser. Je pense qu'il y a des chantiers qui pourraient être envisagés et qui pourraient accorder tout le monde. Sauf que, comme vous le dites, il y a les élections qui se rajoutent à cette situation, et donc aucun ne veut faire un geste qui pourrait lui être critiqué par la suite au moment des élections. Et surtout, ils ne veulent pas être dilués dans le projet d'Emmanuel Macron de faire ni gauche ni droite, mais tous ensemble un intérêt général, parce qu'ils y perdraient leur couleur. Et ça, on le voit. J'ai entendu notamment Olivier Faure du Parti socialiste, avant d'aller à la rencontre d'Emmanuel Macron à l'Élysée avec les autres partis politiques. Il a dit « Moi, je veux que Emmanuel Macron se mette en retrait de ce qu'on fait au niveau parlementaire, et je voudrais même que ça ne se fasse plus à l'Élysée, pour bien montrer que c'est un travail parlementaire et que ce n'est pas un travail au service du président et d'Emmanuel Macron. » Alors justement, je me posais la question, c'est de savoir si c'était de la communication politique ou pas, le fait que, chez tous mes confrères, il est écrit qu'effectivement Macron se soit mis en retrait. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est réel ? De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Moi, il n'a plus le Pour pouvoir. une fois, voilà, il n'a plus le pouvoir. Alors, il aurait pu essayer d'imposer. C'est vrai que, par exemple, sous le gouvernement Barnier, il l'a laissé faire. Après, c'est lui laisser un pas très joli cadeau, parce que c'était quand même mission impossible. Il ne veut pas trop se mouiller. Il veut montrer qu'il essaie de chercher une voie, une issue, mais il ne veut pas être responsable d'un éventuel échec. Pour un président. On parlait de la confiance, effectivement, envers les politiques, cette défiance des Français vis-à-vis des politiques. Le président, jeudi dernier, parlait de gouvernement d'union nationale. Est-ce que ces fameux partis, ces dirigeants des partis, ont suffisamment conscience de la situation pour, justement, pouvoir s'unir et former un bloc ? C'est un peu ce qu'on attendrait de parlementaires, mais moi, j'ai l'impression que les élections à venir, et 2026 pour les municipales, c'est demain, ça brouille complètement les pistes et la possibilité de s'accorder même dans l'intérêt général de la France. C'est dommageable parce que, alors c'est peut-être naïf ou utopiste de se dire on pourrait quand même se mettre d'accord pour faire avancer la France, parce qu'il y a des véritables conséquences qui risquent d'arriver. Mais globalement, on n'a pas l'impression que les lignes bougent suffisamment pour ça. Après, on ne sait jamais, on est dans une situation vraiment inconnue, on n'a jamais vécu ça. On ne sait jamais, peut-être que pendant 6 mois, ils pourraient se mettre d'accord pour enclencher une mécanique et en essayant de mettre des clauses pour préserver leur liberté politique. Il faut voir comment ça avance. Moi, ce que je trouve bien, c'est que déjà, ils y vont. Déjà, il y a cette idée de pacte de non-censure. C'est des idées nouvelles et surtout, ça parle d'idées et pas tout de suite de personnalité. Donc ça, c'est intéressant de voir jusqu'où ils peuvent avancer sur les thèmes. Peut-être se mettre d'accord, voir comment ça discute. Les conséquences pour la France, elles sont au-delà des taux d'intérêt et de l'endettement. C'est simplement qu'on est un peu à l'arrêt. Il n'y a pas de lois qui peuvent être passées. Le budget. C'est une reconduction du budget 2024. Oui, et puis non, mais toutes les lois. Je sais pas, on parlait des agriculteurs, de plein d'autres lois qui étaient prêtes. Énormément de lois qui sont en suspens. Rien du tout. Pour l'instant, tout est en suspens. Émilie Zapalski, je ne vais pas vous demander forcément qui sera le Premier ministre, parce que j'imagine que c'est compliqué à dire. Beaucoup de noms sont sortis dans la presse. On sait, certains qui reviennent assez fréquemment. En tout cas, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faudrait plutôt davantage un choix politique ou qui amènerait peut-être à un blocage, ou plutôt un choix qui serait en dehors. Oui, on parle beaucoup de ce gouvernement technique qui serait souhaité, c'est-à-dire qui n'aurait pas d'ambition politique, qui serait hors jeu par rapport aux élections. Ça existe vraiment, ça ? Je ne suis pas sûre que ça existe. Par contre, ce qui peut exister et qui était un petit peu dans les tuyaux, c'est d'avoir un préfigurateur, d'accord ? C'est-à-dire une personne qui soit là pour dialoguer, pour négocier, pour aider les partis politiques à se mettre d'accord, mais qui laisse la main ensuite, une fois qu'ils sont décidés sur des thématiques, à un Premier ministre qui, là, serait chargé de nommer son gouvernement et de continuer à travailler. Ça permettrait de faire en sorte que le Premier ministre, à peine nommé, ne tombe pas. Ça serait un préfigurateur qui ne soit pas, justement, dans ces négociations politiques, en tout cas dans les élections. Vous pensez à qui ? On parle des présidents des assemblées, de l'Assemblée et du Sénat.
de personnes... Donc Gérard Larcher ou Yael Braun-Pivet. Alors ils sont politiques, oui. parce que Gérard Larcher est à droite et chez les Républicains. Ils sont écartés, oui, mais ils ont un positionnement qui fait qu'on pourrait se dire, eux, ils sont capables de prendre du recul. Ça ne serait pas pour prendre cette fonction-là par la suite, donc ça ne serait pas entaché d'une ambition particulière. Peut-être que ça permettrait d'avancer. Pour le moment, celui qui se donne ce rôle, c'est un peu Emmanuel Macron. Mais globalement, les partis vont lui demander de se retirer de ça, et puis lui, il ne pourra faire qu'autrement. Mais c'est un jeu de pouvoir qu'il y a aussi dans cette réunion. Une figure plus technocratique, quelqu'un qui est un peu en retrait, comme vous le dites, est-ce que ce ne serait pas aussi laisser plus de place encore et à nouveau à Emmanuel Macron dans cette position de... Il faut voir quelle est la capacité d'une telle personnalité. On parlait de Laurent Berger, dont on avait déjà parlé auparavant, donc qui était dans les syndicats auparavant. On parlait de personnalités comme ça. Après, c'est sa capacité à influer sur les orientations choisies par Emmanuel Macron. Pour le moment, on sent bien un président qui ne veut pas revenir sur son projet économique, principalement de base, c'est-à-dire continuer sur le côté pro-business et pas trop sur la partie sociale que souhaiterait notamment la gauche. Le président a déclaré que ce serait dans 48 heures, la nomination. Est-ce que vous y croyez ? Quand il dit vite, et 24 heures, ça devient 48 heures. Au-delà même de la situation très complexe, c'est vraiment très compliqué. On sait qu'Emmanuel Macron, il a du mal. Il a du mal, finalement, au dernier moment, à prendre des décisions. C'est très étrange, mais c'est un président comme ça. Alors on peut se dire c'est bien parce qu'il réfléchit, mais par moments, c'est important aussi de savoir décider, d'assumer ses choix et d'avoir une vision derrière. Donc voilà, il est un peu surprenant, cet Emmanuel Macron. On n'avait pas, par exemple, prévu la dissolution, qui était sur un coup presque... Il y avait pensé, mais c'était plus comme un coup de colère. Voilà. Là, on va voir ce qui se passe. Mais là, pour le moment, ils ont décidé de s'occuper plutôt du fond, des thèmes, avant des personnalités. C'est pas plus mal. Bon. Merci beaucoup, Émilie Zapalski, d'être venue sur le plateau du Grand JT, éditorialiste politique et conseillère en communication. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Marie Batou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Marseille en charge de l'éducation populaire. Peut-être qu'il faut repréciser ensemble avant d'échanger réellement sur ces quelques jours formidables qui ont eu lieu, ces rencontres à Marseille, sur ce qu'est l'éducation populaire. Alors écoutez, l'éducation populaire, c'est un sujet vaste, y compris dans l'objet de la définition, puisque c'est quelque chose qui remonte depuis la Révolution française, c'est-à-dire un moment où on a pensé le fait qu'en dehors des temps d'apprentissage scolaire, il fallait prévoir d'autres espaces d'apprentissage tout au long de la vie qui permettent à chacun et à chacune et bien finalement de se réapproprier ses propres enjeux, de se réapproprier son destin, sa vie, et donc d'avoir les clés pour s'émanciper. Alors justement, les clés pour s'émanciper, c'est grâce bien sûr à la société dans son ensemble, à l'école, on l'espère, mais aussi et surtout aux différents acteurs qui se trouvent en l'occurrence à Marseille, aux associations. L'idée est donc de pouvoir couvrir et mettre un lien général entre toutes ces entités. Oui, parce qu'effectivement, on est toujours dans la fabrication de la politique publique. Donc, il y a l'école, effectivement, d'une manière assez massive, qui peut permettre à répondre à l'ensemble des enfants. Mais à côté de ça, pour tous ceux qui ont besoin d'outils supplémentaires, eh bien, il y a tout un tissu associatif et institutionnel qui doit se retrouver. Et donc, la ville de Marseille coordonne cette action avec des acteurs éducatifs, des acteurs culturels, des acteurs sociaux et l'ensemble des institutions qui sont concernées, que ce soit la ville de Marseille en ce qu'elle est compétente dans certains temps éducatifs, périscolaires, extrascolaires, mais aussi jeunesse et sport, l'État, la CAF, tous ces acteurs qui accompagnent la vie de l'éducation populaire et des acteurs associatifs. Des acteurs évidemment essentiels, vous en avez mentionné certains, pour des rencontres qui ont eu lieu donc les 5, 6 et 7 décembre dernier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui était au programme dans ces rencontres? Alors au programme, il y a toujours cet enjeu de croiser la question de la modernité dans l'éducation populaire, c'est de comment est-ce qu'on reste en phase avec la vie, avec le terrain, avec les habitants et les habitantes. Donc c'est un moment qui se veut forcément
d'associer des acteurs pluriels, à la fois des universitaires, des élus, des associations, mais aussi des habitants et des habitantes. Donc on a organisé un certain nombre de tables rondes qui étaient venues apporter là un soutien un peu théorique sur l'évolution de la société. Il y avait toujours des sociologues ou des philosophes qui étaient associés à ces tables rondes, mais aussi des syndicalistes, notamment de l'éducation populaire, et des acteurs associatifs, et puis un temps à destination qui a été travaillé avec les centres sociaux en amont, avec les habitants et les habitantes qui participent tous les jours, toute l'année, de cette dynamique en ce qu'ils s'approprient les espaces qu'on produit et en ce qu'ils les co-construisent avec nous. Et donc, notamment, ça s'est caractérisé par un grand banquet citoyen où des actions artistiques et citoyennes ont pu trouver leur place et leur espace. Le véritable défi, finalement, vous parlez de théorie, c'est de joindre la théorie à l'action. C'est ce que vous faites donc tous au sein de ce collectif, de ces grandes rencontres donc de l'éducation populaire, avec un thème spécifique pour cette 4e édition qui est temps libre et émancipation. C'est vrai que sur ce temps libre, en fait, il peut se passer énormément de choses justement pour pouvoir apprendre, se divertir, pour appeler davantage de curiosité, et surtout c'est là où se jouent toutes les inégalités sociales. Alors oui, effectivement, le temps libre, c'est pour un enfant qui apprend toute l'année, c'est un temps où il se construit tout autant que lorsqu'il va à l'école, et où il rencontre par ailleurs tout un tas d'éducateurs et éducatrices, animateurs, animatrices, qui vont le nourrir et lui donner des références, qui vont l'aider à se construire. Et donc la question, c'est de mettre ça dans une démarche où l'enfant est au cœur de la démarche. Et puis, pour passer l'âge de l'enfance et de l'école, c'est aussi la question de comment, dans ce temps libre, finalement, on a un espace émancipateur où on est capable de partir en vacances, puisque tout ça repose quand même sur une idée de 1936 du Front populaire et de la question du droit au congé et du droit au loisir, parce qu'on considérait que l'ouvrier avait lui aussi besoin de ces espaces de respiration. Et donc, quand on a pensé ces temps-là, on l'a pensé comme un espace où on pouvait s'émanciper de ses propres limites, de ses problèmes liés à ces questions de légitimité, etc. Donc, c'est vraiment tout cet espace-là qui est regardé à la fois par le biais des vacances, mais aussi la question de la pratique artistique et culturelle avec des acteurs culturels comme les théâtres de la ville, et finalement des productions artistiques et sociales. Alors, il y a toutes les activités qu'on peut imaginer, qu'elles soient culturelles, artistiques, sportives et autres. Et puis, il y a tout ce qui touche à l'esprit critique, dont on parle davantage maintenant. Ça existait évidemment déjà avant, mais ce n'était pas aussi, à mon sens, aussi mis en avant qu'aujourd'hui. Est-ce que vous y accordez une part prépondérante, notamment aussi en lien avec la lecture de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, la désinformation ? Oui, alors on a tout un volet d'éducation média qu'on développe depuis qu'on est élu, notamment avec un parcours citoyenneté qui permet aux enfants d'investir la ville et d'avoir un regard critique, et on travaille à des formations et des animations spécifiques dans les centres aérés liées à l'éducation média. Donc c'est un gros travail que l'on porte via le projet éducatif de territoire qui, en règle générale, voit leur aboutissement au cours d'une grande journée en juillet qui s'appelle Citoyens de demain, parce qu'effectivement, nous préparons les citoyens demain, et que la question de développer son esprit critique, c'est aussi de questionner ce qui nous est donné tous les jours, notamment dans les médias, comme à la fois quelque chose qui relève de l'autorité et en même temps qui a besoin d'être compris dans la démarche, la méthodologie d'un journaliste, la différence avec un éditorialiste. Et par cette éducation média, la question de l'esprit critique est forcément abordée, parce qu'en réalité, c'est aujourd'hui des espaces où le complotisme et la fake news prennent la place, et les réseaux sociaux parfois se substituent à une certaine idée d'un métier journalistique. Donc on travaille sur ces questions-là, comme on travaille aussi sur la question de la laïcité. On était le 9 décembre en voie de préparation avec des actes de cette date phare de la journée de la laïcité.
On a eu des ateliers de préparation avec des animateurs pour permettre, y compris cet apprentissage-là et cette compréhension du cadre juridique de la laïcité avec des enfants des centres aérés de l'Arville, parce que c'est des sujets qui aujourd'hui focalisent, on n'a qu'à dire, une certaine vision et conflictualité, alors qu'en réalité, cela appelle seulement à de l'esprit critique et de la compréhension de notre vivre ensemble. Alors, qui dit éducation populaire dit aussi engagement. On parle d'esprit critique, on parle évidemment de citoyenneté finalement au quotidien. On l'a dit, hein, c'est une rencontre avec les associations et tous les référents du secteur, tous les acteurs finalement de l'éducation populaire. L'engagement, c'est au quotidien, c'est un engagement qui est fait à la proportion de chacun. C'est aussi faire naître peut-être des vocations chez tous ceux qui peuvent participer à ces rencontres. Oui, alors il y a beaucoup de volets qu'on travaille notamment sur la participation parce que la question de l'engagement, il est aussi de se sentir légitime et quand nous avons une ville avec un quart de la population sous le seuil de pauvreté, des clivages sociaux énormes, la question de la légitimité pour trouver les espaces d'engagement, il se pose et donc on a des dispositifs d'éducation populaire, que ce soit les tables de quartier ou les maisons de la citoyenneté qui aujourd'hui travaillent à cette question-là de savoir comment on redonne le goût de la participation à des dispositifs associatifs, à des dispositifs collectifs où on co-construit ensemble pour ultérieurement se sentir légitime pour s'engager en termes de citoyenneté, etc. Donc c'est des choses qui trouvent leur place dans une politique publique et qui, de fait, le jour des rencontres de l'éducation populaire sont traitées en tant que telles parce que ça nécessite d'être re-questionné au regard de la réalité de l'engagement citoyen chez les jeunes, au regard de la réalité de l'engagement citoyen dans la population et y compris, on a bien vu avec le Covid que finalement l'engagement n'est pas en berne, contrairement à ce qu'on le lit quand on parle de résultats électoraux notamment. Mais en réalité, c'est une réalité quotidienne qui fait la vie de nos cités et qui doivent trouver leur espace de légitimité. On parle souvent évidemment de discrimination et d'inégalité sociale. Cette citoyenneté, elle passe aussi par cela. J'imagine que c'est une lutte, alors peut-être pas pour tous ceux qui sont dans ces rencontres, parce qu'ils sont déjà peut-être acquis à la cause, mais il s'agit de sensibiliser et de convaincre les autres. C'est aussi ça qu'on va chercher à avoir lors de ces rencontres. Alors ils sont acquis certes, mais en réalité ils sont tous les jours au quotidien avec les habitants et les habitantes. C'est-à-dire qu'on avait une dizaine de centres sociaux notamment qui ont participé à la construction des ateliers d'écriture et des ateliers culinaires. Ce sont des acteurs qui en réalité tous les jours sont dans la vie de la cité et sont confrontés à ces volontés de repli sur soi, d'identité et de sentiments d'isolement. Et donc, ils ont besoin d'avoir les outils pour se retrouver face aux habitants et aux habitantes et de donner des clés de compréhension de la vie de la cité, et y compris permettre de retrouver les espaces collectifs qui permettent de s'aborder un peu cette dynamique. Donc, c'est des moments où ils se retrouvent ensemble pour se confronter, échanger des expériences, s'outiller mutuellement et ressortir plus fort pour retourner sur le terrain avec les habitants et les habitantes. Merci beaucoup Marie Bateau d'avoir participé au Grand JT pour nous parler de ces rencontres de l'éducation populaire en partenariat avec le journal Libé. C'était les 5, 6 et 7 décembre. Merci beaucoup. Adjointe au maire de Marseille, chargée donc de l'éducation populaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On va tout de suite retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Adrien, aujourd'hui dans Vue à l'étranger, on va partir sur le continent africain et parler de l'éducation grâce à la lecture. Oui, l'édition est en plein essor en Afrique. Plusieurs chiffres peuvent en témoigner. On estime entre 12 et 26% la croissance que pourrait connaître le marché du livre francophone d'ici 2030. Et pour cause, le nombre de francophones dans le monde, à peu près 300 millions aujourd'hui, pourrait être de 750 millions de personnes en 2050. Quand on sait que l'Afrique, par sa démographie, en représente près de 85%, la culture et l'édition sont primordiales. Et ça, Béatrice Lallinong-Bado l'a bien compris. Elle est fondatrice et directrice des éditions Ruisseau d'Afrique, spécialisée en édition jeunesse à Cotonou, au Bénin.
L'évolution, elle est très remarquable. On se retrouve avec un catalogue de littérature jeunesse en Afrique aujourd'hui qui dépasse déjà le millier de livres, alors que dans les années 80, on peut dire qu'il n'y en avait pas, peut-être au maximum une centaine. Donc une grande progression, mais des questions qui se posent toujours, des défis qu'il faut travailler à relever. De nombreux défis et une vision que partage également Agnès Debiage. Elle est formatrice de professionnels du livre en Afrique. Auparavant, il y avait quelques acteurs dont Béatrice fait partie qui étaient vraiment les piliers de l'édition jeunesse en Afrique. Aujourd'hui, il y a l'émergence de plein de maisons d'édition. Il y a un dynamisme énorme un petit peu dans tous les pays qui se crée, une forme de prise de conscience aussi que le livre jeunesse est aussi un marché commercial possible pour les éditeurs. L'envie aussi de créer des nouvelles choses par rapport à un lectorat qui évolue. Et je pense qu'il y a effectivement énormément de choses à faire. Et beaucoup d'énergie aujourd'hui qui est dépensée dans ce secteur-là, ce qui est extrêmement encourageant. Alors évidemment, les initiatives ne manquent pas, mais le problème en Afrique, c'est souvent le cas, c'est l'accès à cette richesse dans un continent encore et toujours malheureusement très pauvre. Absolument, le marché du livre est en expansion, on l'a dit, on le répète, et c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais le continent seul n'arrive pas encore à gérer la production et la diffusion d'un livre. À Libreville, par exemple, capitale politique et administrative du Gabon, le livre est vendu 15 000 francs CFA, quand le salaire moyen y est de 225 000 francs CFA. Il faudra donc débourser près de 7% de son salaire mensuel au Gabon pour l'achat d'un seul livre. Alors pour que ça soit un petit peu plus parlant, j'ai fait un petit calcul. En France, c'est comme si le prix moyen du livre était de 180 €, alors qu'en réalité, il est plutôt de 12 €. Mais revenons en Afrique et toujours au Gabon. Pourquoi ces prix de vente si élevés par rapport au revenu moyen ? Parce que l'impression et le transport des livres depuis la France notamment représentent un coût très important, comme l'explique Ariel. Cette étudiante gabonaise passionnée auto-édite des albums jeunesse de légendes africaines depuis 2 ans. Nos prix sont les plus chers parce que de un, nous sommes auto-éditeurs, on n'a pas cette opulence-là d'avoir des partenaires, d'avoir de l'impression directement dans l'édition, etc. Alors pour réduire ces coûts à court ou moyen terme, des partenariats intracontinentaux sont nécessaires et doivent être conclus. Alassane Cissé organisé justement cette année le 2e salon international du livre de jeunesse à Dakar au Sénégal. Le marché doit être aussi alimenté, soutenu par l'État du Sénégal, par les États africains, par l'Union africaine pour qu'il y ait plus de livres de jeunesse et pour enfants, pour que les enfants et les jeunes se cultivent, pour que les enfants et les jeunes voyagent à travers le livre. Au Sénégal, justement, plus développé que le Gabon, un fonds d'aide au secteur de l'édition existe, ce qui permet à certaines grandes maisons d'édition de proposer des prix abordables à partir de 1 500 francs CFA le livre. Quand le papier coûte très cher, peut-être que la solution du numérique peut être là, non ? Oui, c'est en tout cas ce que propose la plateforme YouScribe, cette bibliothèque numérique présente dans 11 pays d'Afrique et qui revendique 1,3 million d'abonnés. 4 ans après son arrivée sur le continent en 2019, la start-up propose à ses abonnés des tarifs avantageux, 150 francs CFA par jour ou 500 francs CFA par semaine, à peu près 23 ou 76 centimes d'euros pour un accès sans publicité et hors connexion à de nombreux contenus. L'ambition est de démocratiser l'accès à la lecture, comme l'explique le président de YouScribe, faire en sorte que chaque téléphone mobile puisse devenir une bibliothèque de poche. Alors quelle place pour ce type de plateforme en ligne ? Le numérique doit-il remplacer l'édition papier ou la compléter ? La réponse d'Agnès Debiage. Pour moi, le numérique sera de toute façon un complément. Il faut que chacun arrive à trouver son modèle économique. Je pense à des éditeurs, notamment au Cameroun, Zebra Comics, qui fait du webtoon, qui marche très très bien, mais que sur du numérique et qui a complètement abandonné l'édition papier. Par contre, je pense aussi que le papier a toute sa place et encore de beaux jours à développer, de belles choses à développer à ce niveau-là, ça c'est clair. Maintenant, le numérique, oui, est important. Je veux dire,
les enfants ont assez jeunes maintenant des téléphones, les parents prêtent leur téléphone aux enfants. Oui, c'est une réalité, tout comme le livre audio aussi est une réalité qui commence à se développer. Il y a une société au Togo qui fait des livres audio maintenant pour la jeunesse et qui vient notamment de passer un accord avec Gandal. Et tout ça, en fait, ce sont plein de belles perspectives au niveau de l'édition jeunesse en Afrique. Voilà, le numérique en complément du support papier. Béatrice Lalilongbado s'est elle aussi faite à cette idée, mais pour elle, le papier sera toujours au-dessus. Le papier transmis notamment par les parents. Quand je regarde dans nos communautés, combien de personnes ont le téléphone, les tablettes et la connexion, je crois que pour certaines régions, l'urgence et la priorité, c'est de se battre pour que le livre support papier soit réel, accessible, et que ce champ dans lequel on a défriché, on a tracé la voie et qui évolue, qu'on ne le boucle pas pour ouvrir encore un chantier, être dans des recommencements sans fin, mais que les choses se complètent, que les démarches se complètent. Et les parents, c'est important aussi qu'ils conscientisent que lorsqu'un enfant a appris à lire, le plaisir de lire des livres loisirs, de la littérature jeunesse, ce plaisir de lire va faciliter ses acquisitions au niveau de la formation classique. Et quand on évoque le numérique dans la culture et l'édition africaine, comment ne pas penser à l'intelligence artificielle qui grappille du terrain un peu plus chaque jour. L'Afrique n'y échappe pas avec ses avantages éducatifs peut-être, mais ses inconvénients de perte de sens et d'humanité aussi. En tout cas, les chantiers sont encore nombreux sur le continent, mais vont dans le bon sens. Merci Adrien. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. J'ai dit docteur en économie, c'est pas un destin courant pour un enfant d'immigré du 93, ancien élève du lycée Jacques Brel de La Courneuve. Oui, en fait, bon, mon père avait quand même fait des études, donc j'avais ce qu'on appelle un capital culturel. Mais il est vrai que parfois en banlieue, on peut avoir, un horizon qui ne va pas aussi loin que quand on a grandi dans un écosystème parisien, on a fait des grands lycées, où là, tout de suite, on peut avoir un parcours. Vous avez le capital culturel, pardon, mais vous le dites dans le livre ou dans des entretiens, je ne me souviens plus, l'autocensure pèse malgré tout, donc ça a quand même un poids tout ça. Oui, l'autocensure pèse. Enfin, moi j'ai vu que mes résultats ont très fortement augmenté quand j'ai été à la Sorbonne, parce que j'étais dans un écosystème justement où il y avait d'autres ambitions autour de moi, ce qui était moins le cas quand j'étais dans le 93. Après, j'ai pas fait une étude sur plein de cas, mais c'est vrai que sur mon cas, l'amour de l'économie s'est révélé tardivement, à partir du master, au moment où j'ai été oui, vous dites, les à la études Sorbonne. ont commencé à m'intéresser à 23 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, quand j'étais à Jacques Brel, je faisais plus du karaté. Et j'ai eu, je crois, au lycée qu'une seule note au-dessus de la moyenne en économie. J'ai eu 11, ma première note en seconde. Après, j'ai eu tout le temps sous la moyenne, mais y compris au bac, j'ai eu 9 en économie. Wow. Et j'ai fait même, pour vous dire, j'ai même fait ma licence. Est en train de prendre des notes. Ah ouais, il y a des dossiers. Non, là. mais j'ai même fait mon DUG à l'époque. Je l'ai fait ma licence, je l'ai fait en 5 ans. Pour les moins de 20 ans, c'est le L2 aujourd'hui, le DUG. Ouais, j'ai redoublé ma L2, j'ai redoublé ma L3. Je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et à un moment, il y a eu un déclic. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est laisser le temps au temps. Parce que parfois, il y en a qui ont des déclics à 17 ans, il y en a qui les ont à 21 ans, d'autres à 23 ans. Mais parfois, il faut laisser le temps au temps. Et à un moment, la matière nous intéresse et là on y va. Les jeux cérébraux, ça peut vraiment compenser justement certaines difficultés spécifiques liées à des troubles comme le TDAH, comme les dys, comme l'autisme. Aujourd'hui, c'est fait par notamment des orthophonistes, mais au format papier-crayon. Un enfant TDAH, il va être suivi par des orthophonistes, des ergothérapeutes. Aujourd'hui, c'est très difficile pour des familles de trouver des rendez-vous parce que c'est des populations qui sont elles ont trop de patients, elles ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Et souvent, pour avoir des bénéfices sur une séance d'orthophonie, il faudrait en faire toutes les semaines, voire tous les mois. Et malheureusement, généralement, il y a des délais d'attente entre les 2 séances de 3 mois. Et donc, les orthophonistes, aujourd'hui, elles sont désemparées parce qu'elles ne savent pas quoi donner à leurs patients. Aujourd'hui, elles leur donnent des exercices papier-crayon, mais les enfants sont un peu moins motivés à faire des exercices papier-crayon que des exercices sur tablette. Et en fait, on a juste numérisé avec ces professionnels de santé les exercices qui font papier-crayon.
on les a mis sur tablette, on les a gamifiés pour qu'ils aient des retours, de la motivation, pour qu'entre les séances d'orthophonie, ils puissent se stimuler convenablement. Donc c'est complémentaire à ces séances d'orthophonie. Tout à fait. On ne remplace pas les orthophonistes et les professionnels de santé, mais c'est des outils qui leur font gagner du temps. Ouais. Par exemple, y a des orthophonistes, quand on travaille sur la dyslexie, elles imprimaient des proverbes, elles découpaient les mots, elles demandaient à l'enfant de remettre les proverbes dans l'ordre. Eh bien, qui vole un bœuf, vole un œuf. Bref, mélangez. Si vous voulez, pour chaque patient, si vous le découpez, ça leur prend un temps fou, elles n'ont pas le temps. Et là, c'est plus sympa, on fait glisser les mots et on forme son proverbe. Et l'avantage du numérique, c'est qu'à la place de faire 500 proverbes à imprimer, on peut en faire 2000. Qu'est-ce qu'un film d'éducation, plutôt? Qu'est-ce qu'un bon film d'éducation, Christian? Film d'éducation, ça va être un film qui fait grandir, c'est un film qui ouvre des horizons, qui va déconstruire un certain nombre d'idées préconçues qu'on peut avoir et qui va interroger des grandes problématiques sociétales. Il va apporter des valeurs de solidarité, de défense des droits humains, de porter l'avenir de la planète, et qui va qui va raconter des histoires de vie, alors aussi bien d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, de personnes qui pourraient être en marge ou pour une raison ou une autre d'accidents de vie ou d'actes qui les met un peu au banc de la société. Je pense que ces personnes font toujours partie de la société. Donc il y a des réponses adaptées. Donc voilà, c'est tous ces portraits, aussi bien dans des fictions, des films d'animation, des documentaires. Voilà, après un bon film, s'il traite ces questions-là, je pense que c'est déjà un film intéressant. C'est déjà beaucoup. En effet, il y a des conférences, des tables rondes, on va y venir dans un instant, des films bien évidemment. Qui dit festival dit compétition? Oui, tout à fait. En fait, on a 3 compétitions. On a une compétition long métrage fiction, donc on a 9 films en compétition, tous inédits, c'est-à-dire pas encore sortis en salle, voire pour 2 ou 3 des avant-premières françaises ou européennes. On a 9 films en compétition long métrage documentaire, donc même remarque sur ces films-là. Et puis on a 33 films courts et moyens métrages en compétition. Donc 4 jurys, puisque sur les 33 films, on a mis un jury spécifique de jeunes et un jury adulte. Et voilà, donc des prix qui seront remis samedi à la fin du festival. Membre des économistes atterrés, c'est un collectif qui a pris position notamment en 2018 contre la réforme des programmes de sciences économiques et sociales, qui niait le caractère interdisciplinaire, sciences économiques et sociales. Pourquoi est-il indispensable, selon vous, ce caractère interdisciplinaire? Mais parce qu'en économie, depuis la genèse de l'économie, il y a eu plusieurs courants de pensée économique. Il y en a eu plusieurs courants. Et ce qui veut dire que, et d'ailleurs dans l'histoire, même on l'a vu récemment, pendant le Covid, nous avons été plus keynésiens que libéraux. Donc, l'économie... Keynésien, pour celles et ceux dont les souvenirs peuvent être un peu lointains, c'est l'idée qu'on peut réguler. C'est que l'État est intervenu. Le marché ne se régule pas tout seul. La main invisible ne fait pas tout. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait un logiciel très libéral. C'est-à-dire qu'il fallait que nos entreprises deviennent compétitives en baissant la fiscalité, en flexibilisant le marché du travail, par exemple. Et quand il y a eu le Covid... Lui-même l'a dit, il a dit « je vais me réinventer moi le premier », c'est ce qu'il a dit. Et là, il est devenu plutôt très keynésien, c'est-à-dire qu'il y a eu le plan de relance, le soutien de l'activité, en période de crise, le quoi qu'il en coûte, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que même dans le vocabulaire des libéraux, il y a des mots comme réindustrialisation, plan de relance, planification qui sont revenus au goût du jour. Donc ce qui montre qu'en fait en économie, il n'y a pas qu'une seule voie. En économie, il y a plusieurs voies possibles et il faut en débattre sur un pied d'égalité. Et penser que l'économie, c'est une science dure avec des modèles mathématiques qui trouveraient des consensus... Moi, je trouve que c'est faux et ça a été un coup de force d'une partie des économistes pour le dire. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. Et il suffit, je veux dire, vous êtes un lecteur du Monde, vous lisez par exemple, au moment de la loi travail, une tribune qui a été publiée par notre prix Nobel, Jean Tirole, et d'autres très bons économistes qui vont vous dire que la loi travail, c'est très bon. Et puis quelques jours après, vous avez une autre tribune de Thomas Piketty et d'autres, très bons économistes, qui vont vous dire que la loi travail n'a pas fonctionné. Et donc là, quand vous êtes un lecteur qui ne connaît rien à l'économie, vous voyez très bien que des économistes, aussi bons soient-ils, qui se connaissent, peuvent avoir des points de vue différents. Est-ce que, par exemple, la technologie, qui vous est quelque chose qui change la vie de ces enfants aussi, elle est assez utilisée, selon vous, dans le système pour les accompagner, ces enfants? Non, je pense que les technologies ne sont pas du tout utilisées dans le système éducatif français. Mais le plus gros problème, avant de parler de technologie, le problème, c'est que les enseignants
ne sont pas formés aux troubles du handicap. Et les enseignants sont dépourvus de formation ou de support. Les enseignants nous ont dit post-Covid, il y a eu énormément de problèmes d'enfants qui avaient des problèmes d'attention, parce que l'histoire a fait que le Covid, ils ont passé beaucoup de temps derrière les écrans, et les enseignants nous ont dit, on a récupéré des enfants qui passaient en moyenne 3 à 4 heures par jour sur les écrans en CM1, ça c'est la moyenne. Et donc ils nous ont dit, si on veut mettre des tablettes partout, ils ont des problèmes d'attention, ils restent pas concentrés, ils bougent partout, ils ont l'habitude de répondre, ils ont du mal avec les consignes. Et donc ça, c'était la situation post-Covid. Et donc on a diagnostiqué en plus de plus en plus d'enfants qui ont des troubles, mais on n'a pas formé les enseignants. Et les enseignants aujourd'hui, quand elles ont du mal à, elles reconnaître déjà ces difficultés parce que les parents ne le savent pas forcément. Donc on a mis en place, qui travaille avec les enseignants, sur mettre en place des webinaires qui sont gratuits, qu'on donne à tous les enseignants sur comment déjà reconnaître certaines difficultés d'apprentissage. Si par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples concrets, mais si par exemple un enfant qui peut avoir des difficultés à comprendre une instruction, est-ce qu'il va avoir des difficultés à comprendre l'instruction si elle est écrite ou si elle est orale? Ça pourrait par exemple donner des indications s'il peut avoir des troubles de la lecture ou des difficultés. Si vous avez un enfant qui, par exemple, a un comportement un peu impulsif ou a une difficulté ou qui répond à la fin des questions, qui n'attend pas, il pourrait avoir des troubles de l'attention. Mais voilà, si on ne donne pas à ces enseignants des petits tips comme ça... pour reconnaître ces troubles déjà. Voilà, en fait. exactement. Après, on donne des conseils aux enseignants pour mettre en place quelques petites choses pour pouvoir améliorer le quotidien et voir si ça fonctionne. Comment les jeunes qui viennent à votre festival font leur marché ? Écoutez, soit ils viennent avec leurs enseignants en amont, donc qui ont le programme avec lesquels on travaille, donc ils ont la connaissance des films, donc ils construisent leur parcours à ce moment-là. Donc soit sur des temps un peu longs, donc à ce moment-là ils peuvent voir différents types de films, soit par exemple ils vont choisir un film qui porte une thématique sur lequel un enseignant ou un éducateur va pouvoir rebondir ou qui lui semble important actuellement dans le travail qu'il mène avec un groupe de jeunes. Et après, après on a aussi un certain nombre de dispositifs où on accueille les jeunes dans la durée. On a un parcours jeune critique de cinéma. On a toute une équipe de jeunes web journalistes donc, qui sont là dans la durée du festival. Et donc, du coup, là, ils ont une vision d'ensemble. Ils construisent leur parcours, mais en étant acteurs, c'est-à-dire soit en écrivant des critiques de cinéma, soit en interviewant des réalisateurs, des réalisatrices. Donc il y a différentes manières d'entrer dans le festival. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son, Saïd Mamou, le maquillage, Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Adrien, merci 1000 fois. On se retrouve demain. Exactement, on sera là demain. D'ici là, passez une bonne soirée. À demain. Ciao.